Pendant un instant, le programme Apollo a rapproché la Lune. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, la NASA y renvoie des humains. Cela peut sembler un simple survol dans le programme Artemis, mais cette fois, le but n'est pas de visiter, mais de rester. Salut, je m'appelle Josh. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous révélons comment la NASA compte bâtir une ville sur la Lune. Le programme Artemis a déjà accompli des avancées majeures. En 2022, Artemis 1 a envoyé un vaisseau Orion sans équipage faire une boucle réussie autour de la Lune et revenir, prouvant au moins que le matériel fonctionne. Artemis 2 est prévu pour un lancement en 2026. Cette fois, les astronautes seront à bord. La mission va refaire ce trajet autour de la Lune, en testant les systèmes de survie, les systèmes de vol et tous les éléments liés à la présence humaine, lors d'un survol lunaire à fort enjeu. Que vient-il après les missions de survol ? Et pourquoi la NASA veut-elle retourner sur la Lune ? En fait, la NASA ne fait pas que revenir sur la Lune. Elle vise un lieu jamais atteint par l'humain. La cible est cette fois plus profonde, sombre et extrême. Lorsque les astronautes d'Apollo ont atterri sur le sol lunaire entre 1969 et 1972, ils ont tous atterri près de l'équateur lunaire. C'était logique, l'équateur offrait un terrain plat et des conditions d'atterrissage prévisibles. C'était un environnement sûr pour la technologie des années 1960, l'équivalent cosmique de tremper ses orteils dans le petit bassin. Mission accomplie, drapeau planté, l'humanité inspirée, mais les futures missions Artemis vont complètement changer la donne. Leur objectif final est le cratère Shackleton, situé à environ 89 degrés au sud, au pôle sud de la Lune. Ce n'est pas un hasard, mais un choix calculé vers le seul lieu permettant une présence humaine durable. Pour comprendre pourquoi, il faut saisir l'un des paradoxes les plus étranges de notre système solaire. Le pôle sud lunaire est un cas d'école fascinant de survie en milieu spatial. À seulement quelques kilomètres les uns des autres, vous trouverez deux extrêmes opposés qui ne devraient pas coexister, du moins logiquement. D'un côté, vous avez les pics de lumière éternelle, des sommets de montagnes et des bords de cratères baignés de soleil, pas toute la journée, mais presque. C'est comme vivre près des pôles terrestres, où il y a le soleil de minuit. Pourquoi cela arrive-t-il ? Les pôles connaissent-ils 6 mois de nuit ? Parce que notre planète est inclinée à 23,5 degrés, alors que la Lune, son inclinaison axiale n'est que de 1,54 degrés, donc elle est à peine inclinée. Cela signifie que le soleil ne monte jamais plus haut dans le ciel polaire lunaire. Il se contente de ramper le long de l'horizon, tournant sans fin sur le même plan horizontal. Certains sommets captent cette lumière solaire rasante, presque en continu. Des endroits comme le bord du cratère Shackleton et la montagne Maliper, où le soleil ne se couche pratiquement jamais. Contrairement à l'équateur lunaire, une base permanente à l'équateur lunaire serait confrontée à environ 14 jours d'obscurité totale, glaciale et froide. Un immense système de batterie serait nécessaire juste pour maintenir l'éclairage durant ces 2 semaines de coupure, un vrai cauchemar économique et logistique. Au pôle sud, l'alimentation solaire est quasi permanente. C'est comme un code de triche dans le système d'exploitation de la Lune, et la NASA veut en tirer parti, là ça devient fou. À proximité de ces sommets ensoleillés, il existe des cratères constamment dans l'ombre, n'ayant pas reçu de lumière solaire depuis plus de 2 milliards d'années sans exagérer. Il y a des centaines de ces cratères en permanence dans l'ombre connue sur la Lune, chacun maintenant des températures inférieures à moins de 100 degrés Celsius, assez froid pour solidifier l'oxygène. Tout ce qui dérive dans ces ombres sera figé, gelé dans le temps pour toujours. Cela nous amène à la ressource la plus précieuse de la Lune. Dans ces zones toujours ombragées, appelées PSRS par les scientifiques, se trouve quelque chose de infiniment plus précieux que la Lune, les roches, l'eau ou la glace. Une sonde de la NASA lors de la mission Chandrayaan-1 de l'Inde a détecté environ 600 millions de tonnes métriques de glace d'eau. Rien que dans la région PSR du pôle Nord, le Lunar Prospector de la NASA a estimé à 6 milliards de tonnes métriques réparties sur les 2 pôles, au total. Pendant des décennies, les scientifiques pensaient que la Lune était totalement sèche. L'analyse des échantillons de sol d'Apollo montrait qu'elle était anhydre, ce qui paraissait logique. Toute vapeur d'eau à la surface éclairée par le soleil est décomposée instantanément par le rayonnement solaire, l'hydrogène et l'oxygène s'échappant dans l'espace. Mais ces cratères en permanence dans l'ombre changent complètement la donne. L'eau lunaire existe sous plusieurs formes. De petits morceaux de glace d'environ 10 cm ou moins sont mêlés au régolithe ou à la poussière lunaire, semblables à du gravier et de la terre gelée. Il existe aussi une autre forme d'eau, liée chimiquement aux minéraux. Au niveau moléculaire, elle n'est ni accumulée ni en mouvement. Elle est dispersée, enfermée dans le sol lui-même. Dans les premiers mètres environ du régolithe lunaire, les concentrations varient d'environ 5 à 30% en poids.
les scientifiques ont détecté des traces de molécules d'eau dans l'atmosphère très mince de la Lune, et de faibles quantités à la surface exposée au Soleil, dérisoires à côté des réserves des pièges froids. Même si l'on prend l'estimation la plus prudente, de 100 millions à 1 milliard de tonnes de glace d'eau par pôle, cela représente tout de même assez d'eau pour soutenir les opérations lunaires pendant longtemps. Et c'est ce qui enthousiasme les ingénieurs de la NASA, car sur la Lune, l'eau n'est pas seulement de l'eau, c'est la survie, la différence entre une simple visite et le fait d'y vivre réellement. Réfléchissez à ce qui permet à un humain de survivre dans l'espace. Vous avez besoin d'oxygène pour respirer, de carburant et de propergol pour déplacer les vaisseaux spatiaux, ainsi que d'une protection contre le rayonnement cosmique. Normalement, tout cela doit venir de la Terre à un coût énorme. Mais l'eau résout ces trois problèmes avec une seule ressource. Faites passer un courant électrique à travers l'eau, dans un processus appelé électrolyse, pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène, ce dernier devenant de l'air respirable. Plus besoin d'envoi régulier depuis la Terre pour respirer. Il suffit d'énergie, de glace, d'un équipement simple, ainsi que de l'hydrogène et de l'oxygène produit. Combinez-les comme propergol liquide pour obtenir l'hydrolox, l'un des propergols chimiques les plus efficaces. Les vaisseaux spatiaux peuvent ainsi se ravitailler sur la Lune. Reste ensuite le problème des radiations. Les rayons cosmiques posent un sérieux problème pour vivre longtemps sur la Lune, car le niveau de rayonnement y est de 100 à 200 fois supérieur au rayonnement de fond terrestre. Ils traversent le métal, endommagent l'ADN, et ce sont des tueurs silencieux. Et c'est précisément là que l'eau devient un véritable sauveur. Elle est phénoménale pour bloquer cette radiation, meilleure que l'aluminium, meilleure que la plupart des matériaux que nous pourrions raisonnablement transporter. Entourez votre habitat de réservoirs d'eau. Cela crée un bouclier contre les radiations et offre une réserve de ressources. Parlons maintenant d'argent. C'est là que le pôle sud lunaire passe d'une curiosité scientifique à une mine d'or stratégique. Historiquement, lancer quoi que ce soit en orbite coûte entre 10 000 et 25 000 $ par kilogramme. Aujourd'hui, les fusées réutilisables, comme la Falcon 9 et la Falcon Heavy de SpaceX, ont réduit ce chiffre à environ 2 000 à 5 000 $ par kilogramme selon les tarifs commerciaux habituels. C'est une révolution selon les standards historiques, mais l'espace reste impitoyable. Vous voulez envoyer une seule tonne d'eau pour la consommation, le maintien en vie ou la production de carburant. Vous prévoyez toujours 2 à 5 millions de dollars pour quelque chose qui, sur Terre, tombe du ciel. Mais la gravité de la Lune est un sixième de la nôtre, à environ 1,62 mètres par seconde carrée contre 9,8 sur Terre. Non seulement c'est plus facile à lancer, mais c'est aussi nettement moins cher. Envoyer une tonne d'eau depuis la Lune demande bien moins d'énergie et de carburant, pour un coût bien inférieur à un lancement depuis la Terre. Une mission vers Mars nécessite des centaines de tonnes d'eau pour boire, de l'oxygène pour respirer et du carburant pour le voyage. Lancer tout cela depuis la Terre, rien qu'en carburant, cela coûte des milliards de dollars pour lutter contre la gravité à chaque étape. Ou vous pourriez extraire la glace sur la Lune, la transformer en carburant et en ressources pour le maintien en vie et décoller d'un corps céleste avec un sixième de la gravité. Le vaisseau spatial quitte la Lune déjà ravitaillé, déjà approvisionné, prêt pour le véritable voyage. Soudain, la Lune devient une station-service à près de 384 000 km de la Terre. Il y a aussi une station de traitement de l'eau, un chantier et une rampe de lancement, d'où l'importance du cratère Shackleton. L'équateur bénéficie de lumière et de beaux panoramas. Le pôle sud a un potentiel d'infrastructure. Si Apollo a prouvé que nous pouvions visiter, Artemis espère prouver que nous pouvons rester, et cela change tout. Avant de récolter la glace et construire des bases, nous devons affronter la menace la plus mortelle de la Lune. Ce ne sont pas les météorites ni les radiations, ce ne sont même pas les variations de température extrêmes, c'est la poussière, et elle peut ruiner tous les plans de la NASA. Elle a failli faire dérailler le programme Apollo. Le régolithe lunaire, le terme technique pour désigner la poussière et le sol de la Lune, est totalement différent de tout ce qu'on trouve sur Terre. C'est le fruit de 4 milliards d'années d'impacts de météorites qui ont continuellement réduit la roche lunaire en particules toujours plus fines. Sans atmosphère pour brûler les projectiles, sans océan pour absorber les impacts, ni vent pour lisser les surfaces, la poussière de la Lune est totalement différente de tout ce qu'on trouve sur Terre. Aiguë et tranchante, elle va de la finesse de la poudre de talc à la taille d'un grain de sable, avec une dureté de 5 à 7, comparable à celle du verre véritable. La couche de régolithe a une profondeur moyenne de 4 à 5 mètres dans les régions plates des mers lunaires. Et ce n'est que le début. Elle atteint 10 à 15 mètres de profondeur dans les hautes terres. Les missions Apollo ont mesuré des profondeurs jusqu'à 12 mètres par endroit. À l'échelle granulaire, il est tranchant, corrosif, potentiellement mortel. Et comme il est chargé électriquement aussi, eh bien, il colle absolument à tout.
Les astronautes d'Apollo ont constaté que la poussière traversait plusieurs couches d'équipements scellés, s'infiltrant partout et érodant leurs combinaisons, bottes, mécanismes des caméras et conteneurs d'échantillons. Les joints sous vide de leur équipement soigneusement conçu ont été compromis, la poussière a même rayé leur visière. Et ce n'est pas le pire. Après être rentrés dans le module lunaire et avoir enlevé leur casque, les astronautes d'Apollo 17 ont inhalé une quantité infime de poussière. Des astronautes ayant marché sur la Lune ont rapporté éternuements, yeux larmoyants, maux de gorge et congestion nasale. Harrison Schmitt a appelé cela le rhume des foins lunaires, qui a parfois persisté plusieurs jours. Des études récentes indiquent que cette poussière n'est pas très toxique. Le risque de tomber malade à cause de la pollution terrestre est plus élevé qu'à cause du régolithe lunaire. Mais il contient des particules de silice cristalline tranchantes, la même substance à l'origine de la silicose ou de lésions pulmonaires permanentes chez les mineurs. Sous la faible gravité lunaire, un sixième de celle de la Terre, les particules microscopiques restent en suspension plus longtemps et pénètrent plus profondément dans les poumons. Voici le vrai problème. Quand une fusée atterrit sur la Lune, ces gaz d'échappement projettent le régolithe à grande vitesse. Lors d'Apollo 12, la sonde Surveyor 3, qui se trouvait à seulement 160 mètres, a subi des dommages de surface causés par les débris du module lunaire. Dans une colonie lunaire, chaque atterrissage proche risque de projeter des débris à grande vitesse, pouvant endommager habitats et infrastructures voisins. Donc c'est un problème pour l'habitation à long terme. Il vous faut une aire d'atterrissage, mais vous ne pouvez pas construire une aire d'atterrissage sans faire atterrir de l'équipement de construction. Et vous ne pouvez pas faire atterrir d'équipement de construction sans aire d'atterrissage. Ce cercle vicieux risque de stopper l'exploration lunaire avant même son lancement. Quelle solution ? Voici le programme de planification de l'architecture Moon to Mars de la NASA. C'est un cadre complet qui peut fondamentalement changer notre façon de penser l'exploration spatiale. L'idée principale est simple mais révolutionnaire. Arrêtez de visiter, commencez à construire. Apollo, c'était des drapeaux et des empreintes. Artemis, c'est différent. L'objectif à long terme est de développer l'infrastructure pour faire de la Lune un terrain d'essai et un point de départ vers Mars. L'approche Moon to Mars. L'architecture comprend 5 éléments clés. Le transport, avec fusées, atterrisseurs et rovers pressurisés pour les déplacements longue distance. L'habitation de surface implique de véritables espaces de vie, des zones de stockage et des espaces de travail pour des séjours de plusieurs mois. Voilà le véritable changement de paradigme. Les missions Artemis de la NASA prévoient des mois d'atterrissage lunaire, et la construction jusqu'à la fin des années 2020, incluant les premiers alunissage et l'assemblage de la station Gateway. Leurs plans pour bâtir des infrastructures majeures à la surface vont jusqu'aux années 2030 et plus loin. Cela semble loin, n'est-ce pas ? Pourtant, ces projets avancent déjà. Mais pour atteindre l'habitation lunaire et les bases sur la Lune, il faut résoudre la question complexe des aires d'atterrissage et de la construction de structures sur la Lune. Parlons un instant du béton. Sur Terre, il suffit de mélanger sable, eau, ciment et granulats, de couler le tout et d'attendre le durcissement. Nous en fabriquons depuis des millénaires. C'est le fondement de la civilisation, mais sur la Lune, c'est un tout autre défi. La NASA estime qu'il lui faudra un matériau semblable au béton pour des plateformes d'atterrissage fiables sans régolithe et des structures d'habitation durables sur la Lune. Le coût de transporter l'équivalent de la Terre et de l'eau deviendrait économiquement impossible, alors la NASA a fait preuve d'ingéniosité. Ils se sont alliés à Icon, entreprise spécialisée dans l'impression 3D de bâtiments, et à Big Architect, cabinet derrière certaines des structures les plus innovantes au monde. Ensemble, ils ont lancé le projet Olympus en octobre 2020, soutenu par un contrat de 57,2 millions de dollars attribué en 2022. C'est le début de ce que la NASA espère être la clé pour construire routes, aires d'atterrissage et habitats sur la Lune. Sans aucun matériau importé, juste du régolithe pur et de l'énergie. On ne peut pas simplement mélanger de l'eau et du régolithe. Même si on avait de l'eau en surplus, cela ne fonctionnerait pas. L'environnement à basse pression de la Lune fait que l'eau gèle ou s'évapore instantanément. Les réactions chimiques nécessitant de l'eau liquide ne se produisent donc pas. La NASA a vite expérimenté la chaleur, surtout avec des lasers puissants, et non l'eau. Les experts estiment que le régolithe lunaire peut être façonné en toute forme via une imprimante 3D robotisée. Il suffit de l'empiler couche par couche, comme des briques Lego, puis de le chauffer avec un faisceau laser focalisé qui porte le régolithe à des températures comprises entre 1200 et 1500 degrés Celsius. C'est assez chaud pour faire fondre les particules et les fusionner, un procédé appelé frittage. Les particules ne se liquéfient pas totalement, elles chauffent juste assez pour que leur surface fonde et se lie. En refroidissant, on obtient un matériau solide, semblable à la roche, assez solide pour soutenir des structures dans la gravité lunaire, aux températures extrêmes et denses pour bloquer les radiations.
Cela fonctionne car le régolithe lunaire contient des particules de fer métallique excellentes pour absorber l'énergie du laser. La matière abrasive et adhérente convient parfaitement à cette application. La résistance à la compression du régolithe frité est similaire aux formes les plus faibles de béton terrestre. La gravité lunaire aide, car elle réduit les besoins en résistance structurelle. Empilez environ 60 cm de ce matériau autour de votre habitat pour bloquer la plupart des radiations cosmiques. La NASA espère employer ce frittage pour créer d'abord ses aires d'atterrissage lunaires. Le plan prévoit des aires d'atterrissage hexagonales, d'environ 10 à 12 mètres de diamètre suffisamment grandes pour un module lunaire. Avec une certaine marge d'erreur, la construction de cette aire pourrait être presque autonome. Un atterrisseur robotique pourrait se poser. Mais ce premier atterrissage reste risqué, c'est sûr. L'histoire a déjà montré à quel point cela peut être dangereux. Lors d'Apollo 11, Neil Armstrong n'avait plus qu'environ 45 à 50 secondes de carburant lorsqu'il a guidé manuellement Eagle jusqu'à la surface, survolant un champ de rochers dangereux que l'ordinateur avait ciblé. Après l'atterrissage, l'atterrisseur robotique déploiera un système d'impression 3D mobile. Il se déplacerait sur la zone, déposant le régolithe couche par couche, le solidifiant au laser, puis construisant la plateforme par section en quelques jours. Après la première plateforme, le robot pourrait aller ailleurs pour construire la seconde. Le deuxième atterrissage serait déjà plus sûr grâce aux infrastructures protégées à proximité. Le troisième et le quatrième le seront davantage. Néanmoins, M-MPAT, ou IMPACT, c'est-à-dire la technologie de construction autonome planétaire de la Lune à Mars, vise une mission de démonstration de faisabilité d'ici la fin de cette décennie. Ces ambitions vont bien au-delà de la simple aire d'atterrissage. Des murs incurvés assurent une résistance structurelle et protègent des radiations, tandis que des routes relient les installations, offrant aux rovers des surfaces lisses, évitant la poussière corrosive. Sentiers de régolithe. Murs par souffle autour des équipements critiques, pour les protéger des débris lors des atterrissages et lancements, ainsi que des bermes et remblais pour diriger les projections loin des zones sensibles. À terme, des structures verticales, hangars pour l'entretien des vaisseaux spatiaux, garages pour rovers et abris sûrs pour astronautes lors de tempêtes solaires à radiation mortelle. L'équipe Impact anticipe déjà. Ils rêvent en grand. Je veux qu'il y ait suffisamment de structures là-bas pour assurer la sécurité de l'équipage. Donc, si nous voulons construire un hôtel sur la Lune, nous le pouvons, a noté Jennifer Edmondson, la géologue responsable du projet. Nous pourrions attirer des touristes, exploiter des districts miniers et extraire des terres rares de la Lune pour obtenir de nombreuses ressources. Ainsi, il existerait une économie lunaire, avec des mines, des stations de recherche et des radiotélescopes sur la face cachée, sans interférence du bruit radioterrestre. Tout cela est possible grâce à la capacité de construire avec les matériaux présents. Il y a assez de régolithe sur la Lune pour bâtir plusieurs villes, mais cela nécessite de l'énergie. Et cela nous ramène à l'intérêt d'atterrir au pôle sud lunaire, près du bord du cratère Shackleton. Là-bas, la NASA utilisera l'énergie solaire pour alimenter ses lasers de solidification du régolithe. Si elle se positionne sur la bonne crête, près de ces pics de lumière éternelle et capte cette lumière solaire à faible angle, elle pourrait réussir. Le rendement des panneaux solaires est le même sur Terre que sur la Lune, avec une conversion de la lumière du Soleil en électricité comprise entre 15 et 22%, mais sur la Lune, il n'y a ni nuages, ni variations saisonnières, ni atmosphère pour diffuser la lumière. La NASA conçoit des panneaux solaires verticaux, orientés vers le Soleil à l'horizon. Plusieurs panneaux peuvent être installés sur divers sommets pour plus de redondance. Si l'un passe à l'ombre, les autres compensent. Pour une base lunaire de 4 à 6 personnes, il faut environ 40 kW de puissance continue pour couvrir les systèmes de survie, le chauffage, le refroidissement, les équipements scientifiques et tout le reste nécessaire pour maintenir des humains en vie. Ça ne paraît pas énorme, mais c'est en fait suffisant pour alimenter 30 foyers américains moyens. La NASA pense que ces fermes solaires verticales, équipées d'une rotation Follow the Sun intégrée, pourraient bien faire l'affaire. Mais lors des rares couchers de soleil au pôle sud ou en cas de panne d'équipement, il vous faudrait une solution de secours fiable, de l'énergie nucléaire, et la NASA en a une. Il l'appelle le projet Fission Surface Power, un réacteur de 40 kW prêt à être déployé au début des années 2030. L'ensemble du système pèse moins de 6 tonnes et fonctionne pendant au moins 10 ans sans ravitaillement. C'est suffisant pour alimenter 30 foyers américains pendant une décennie. Il fonctionne dans l'obscurité totale, à travers les tempêtes de poussière et les pannes d'équipement. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est prêt pour Mars, puisque les tempêtes de poussière martiennes peuvent durer des mois. Le réacteur nucléaire doit fonctionner de manière autonome et fiable. Le système complet,
Comprenant 30 à 40 kW de solaire et des réacteurs de secours à fission de 40 kW, chacun serait suffisant pour une base de 10 à 20 personnes. Pour rendre cela possible, la NASA devrait résoudre un autre problème, l'eau et les systèmes de survie. Une personne nécessite 3 à 4 litres d'eau potable par jour, sans compter l'eau pour l'hygiène, la cuisine, l'équipement, le refroidissement et la production d'oxygène. Faites le calcul. Pour un équipage de 4 personnes sur 6 mois, cela implique des milliers de litres et des millions de dollars en coût de lancement, ce qui reste logistiquement et économiquement insoutenable. Un thème récurrent des rêves lunaires de l'humanité, semble-t-il. La solution utilise la même approche que pour le problème des rovers autonomes pour le béton au laser. Pourquoi envoyer un humain dans ces zones toujours ombragées, à 1 ou 2 miles de la base, alors qu'un robot pourrait faire ce travail? Les rovers transportent de foreuses ou sondes selon le terrain. Ils creuseront, en ciblant les zones où les capteurs orbitaux suggèrent des concentrations de glace d'eau, comprises entre 5 et 30% en poids. Ce n'est pas un lac gelé dans un cratère sombre, mais du pergélisol cosmique, de petits fragments de glace, parfois de quelques centimètres, dispersés dans la poussière. De plus, une partie de cette eau n'est même pas sous forme de glace. Elle est chimiquement liée aux minéraux, au niveau moléculaire, ce qui signifie que vous n'extrayez pas la glace, vous extrayez de la terre, une terre très, très froide. Le rover doit ramasser le régolithe à environ moins 238 degrés Celsius. Le sol est transporté jusqu'à une unité de traitement mobile, où il est chauffé à une température comprise entre 100 et 200 degrés Celsius. La glace se sublime alors, passant de solide à vapeur sans fondre. Cette vapeur est captée, dirigée vers des pièges à froid, puis recondensée en eau. Félicitations, vous avez créé de l'eau potable à partir de poussière lunaire. Des réservoirs isolés acheminent cette eau jusqu'à la base sur plusieurs kilomètres, avant qu'elle ne regèle sur la Lune. Même la chaîne d'approvisionnement se heurte aux lois de la physique. Le rendement pour une tonne de régolithe traité varie de 50 à 76 kg d'eau, soit environ 100 bouteilles d'eau, selon la concentration de glace. Cela semble gérable jusqu'à ce que vous vous rappeliez ceci. Même avec un recyclage intensif, un grand habitat lunaire pourrait nécessiter des centaines de litres d'eau chaque jour. Pour le maintien en vie, la préparation des aliments, l'hygiène, la production d'oxygène et le contrôle thermique. Donc, pour survivre, vous devez extraire entre 1 et 10 tonnes de sol lunaire chaque jour. C'est une opération industrielle majeure dans l'un des environnements les plus hostiles du système solaire. Une fois l'eau en circulation dans la base, la magie opère et la survie devient moins fragile. Les décennies passées par la NASA sur l'ISS ont fait du recyclage un art. Les systèmes modernes récupèrent 98% des eaux usées, y compris urine, sueur et humidité de la respiration, puis les purifient pour fournir une eau plus propre que la plupart des réserves terrestres. Les astronautes plaisantent, le café d'aujourd'hui sera celui de demain. À l'intérieur de l'habitat, les conditions doivent rester proches de celles de la Terre. Pression stable, gaz équilibré et tolérance minimale aux fuites. Dehors, c'est le vide. Il y a des radiations et des conditions extrêmes mortelles. Un blindage fait de régolithe compacté maintient l'espace à distance, mais à l'extérieur, chaque système devient impitoyable. Ce qui pose la question, les humains peuvent-ils vraiment prospérer ici? Et qui accepterait d'y aller en premier? Les équipages d'Artemis pourraient ne passer qu'une semaine, effectuant des missions courtes avec atterrissage, tests et départ. D'ici le milieu des années 2030, la NASA envisage déjà des missions de 6 à 12 mois, équivalentes à un séjour sur l'ISS, mais sans possibilité de retour d'urgence. Alors, qui est volontaire? Pas les amateurs de sensations fortes ni les touristes. Des scientifiques cherchant à révolutionner les manuels scolaires et des ingénieurs voulant marquer l'histoire se porteront volontaires. Des géologues étudiant les origines planétaires, des médecins explorant la médecine en gravité réduite, et des personnes animées par ce défaut profondément humain, qu'est une curiosité insatiable. Les astronautes de la NASA ont des salaires confortables, mais non extravagants. Même les entrepreneurs lunaires privés ne proposeront pas un mode de vie de milliardaires. Mais personne n'ira pour l'argent. Ils iront pour une raison plus profonde. Une journée sur la Lune ne sera rien d'extraordinaire à raconter. L'espace personnel sera modeste, probablement de la taille d'un grand dressing. Les emplois du temps seront d'une rigueur implacable. Se réveiller, manger, travailler, entretenir, faire de l'exercice, dormir. Les 2 heures d'entraînement quotidien sont non négociables. En gravité réduite à un 1/6 de celle de la Terre. Les eaux perdent en densité, et les muscles s'affaiblissent. Les astronautes suivent souvent une rééducation pour retrouver leur force après leur retour sur Terre. La nourriture est bien meilleure qu'à l'époque Apollo, même si ce terme reste relatif. Des centaines de repas seront proposés, mais aucun ne sera frais.
La laitue hydroponique devient moins un légume qu'une stratégie pour le moral. Et l'eau, elle est recyclée à fond, à plusieurs reprises, probablement à partir de votre propre urine. Les astronautes apprennent à apprécier des expressions comme « purifier » au niveau moléculaire. Vivre sur la Lune serait une épreuve psychologique. L'isolement serait le véritable adversaire, avec un cercle social de seulement 2 à 6 personnes. Mais demandez à quiconque est concerné. Les plaintes sur la nourriture, le régolithe et les éruptions solaires sembleront insignifiantes. La prochaine décennie pourrait discrètement remodeler l'avenir de l'humanité. Artemis ne marquera pas un retour sur la Lune, mais une arrivée, les bases d'une présence durable, la porte vers Mars, le premier véritable pas au-delà de la Terre. Et pourtant, pour quelque chose d'aussi concret, d'aussi historique et d'aussi proche, nous en parlons à peine. Apollo nous a laissé des empreintes. Artemis pourrait nous offrir une civilisation extraterrestre, et cela mérite d'être exploré. Si construire une ville sur la Lune vous semble fou, découvrez 50 faits surprenants sur l'espace que vous ignoriez, ou cliquez sur cette vidéo.